Bonjour, alors aujourd'hui on va voir un peu les différents secteurs et les différentes zones géographiques qui ont bien fonctionné en 2024 et pour voir un peu ce qui va se passer en 2025 et les catalyseurs qu'il peut y avoir sur certains secteurs. On a vu que les États-Unis sont toujours plutôt à privilégier en ce moment. Pourquoi? On a eu un marché du travail aux États-Unis qui était toujours très fort. C'est notamment ça qui a empêché la baisse de l'inflation de se faire aux États-Unis comme elle s'est fait en Europe, parce qu'on a toujours un marché de l'emploi assez fort, avec des salaires relativement élevés, peu de chômage, donc une économie qui va bien. L'élection de Trump aussi avec son protectionnisme qui devrait favoriser les entreprises américaines à continuer d'aider en fin d'année 2024. Donc on voit qu'aujourd'hui le catalyseur il est plutôt quand même sur la force de l'économie américaine et un peu la tech aussi au niveau de l'économie et du pouvoir d'achat des Américains. On l'a vu notamment avec Walmart. Walmart, c'est les grandes surfaces, les grands magasins aux États-Unis. Ils ont fait du x2 quand même en un an, ce qui est assez exceptionnel sur une valeur aussi capitalisée que Walmart. On le voit ici fin décembre 2023 jusqu'à fin décembre 2024. On a fait quasiment du x2, 90, plus de 90%. Donc on a vu que les Américains avaient quand même un pouvoir d'achat relativement intéressant qui leur permettait de faire bien progresser leurs entreprises. On l'a vu également avec les cartes bleues, notamment Visa, même si la progression est un peu moindre. Le début de l'année, on est, on est par là à peu près. On fait quand même 20%, ce qui est relativement correct pour cette valeur. Et ce ne sont pas des valeurs traditionnellement très volatiles. On le voit, Visa, c'est plutôt la valeur de fonds de portefeuille intéressante. Et ce qui a marqué cette année 2024, c'est surtout la course à l'intelligence artificielle et la tech. Donc tout ça, c'est toujours aller chercher aux États-Unis par rapport aux pays européens qui ont toujours beaucoup de mal sur ce secteur-là. C'est pas forcément cela qu'on va aller chercher. On va plutôt privilégier les US. Et évidemment Nvidia. Est-ce que Nvidia a fini un peu sa course folle? On n'a pas l'impression parce que les consos sont souvent achetés et les consolidations sont toujours assez faibles. On le voit depuis quelques semaines sur Nvidia. On va plutôt aller chercher le scénario haussier. Alors éventuellement une dernière conso ici fin janvier avant de repartir, mais la dynamique sur les techs reste forte. Alors, est-ce que toutes les techs devraient marcher? On voit que c'est pas forcément le cas parce que sur AMD, c'est plutôt catastrophique avec le gap baissier qui avait été créé ici le 29 octobre. Et depuis, qu'est-ce qu'on fait? On fait que descendre. Donc on voit que dans le même secteur, on a quand même des destins qui sont pas identiques. Donc c'est toujours ça, de voir un peu la forme et la dynamique d'une valeur, et surtout si elle est leader, parce que généralement les leaders vont être plus intéressants. Alors quand le marché va se retourner, AMD va se retourner aussi, mais en attendant, on perd beaucoup et il faut mieux être présent sur les plus forts comme Nvidia, par exemple. Au niveau des semi-conducteurs et des valeurs qui produisent ces semi-conducteurs ou qui produisent les machines de production, on a notamment les Néerlandais ASML avec la baisse due aux commandes qui ont baissé. Mais finalement, on a eu ce petit rebond technique et puis enfin cet arrêt de la baisse. On va être dans la construction. C'est un marché assez cyclique, on sait, les semi-conducteurs. On achètera plutôt cette valeur en mode long terme sur ASML Holding et ASM International pour jouer probablement la fin de l'année, parce que ça peut mettre un peu de temps à repartir, mais ici on achète quand même, on le voit, un niveau de valorisation plutôt correct et qui semble pas élevé par rapport à la continuation de la poussée sur à la fois les semis et l'intelligence artificielle, donc plutôt favorable aussi, et on bénéficie quand même d'une grosse décote qui a eu lieu en un peu plus de 6 mois. ASM International, c'est quasiment le même graphique. Et enfin, BE Semiconducteur aussi, c'est un peu la même dynamique, mais un peu plus forte. On voit que le rebond s'est fait quand même beaucoup plus fort sur BE Semiconducteur, qu'on n'est pas loin d'aller combler le gap. Donc là aussi, on voit quand même une sorte de leadership qui se dégage de valeurs comme ça. Et puis on va parler aussi de Taiwan Semiconductor, qui fait partie des plus gros. En termes de production aussi, si on ne veut pas forcément acheter américain, on peut acheter, alors vous l'achetez
sur le Nasdaq ou autre, mais bon, Taïwan, évidemment, c'est pas américain. On peut acheter Taiwan Semiconductor pour les mêmes raisons qu'on achète Nvidia, parce que ça fait partie des gros, parce que ça fait partie des leaders, et puis parce que ça fait partie des graphes qu'on aime bien, qui sont toujours haussiers et qui montrent une dynamique intéressante. On peut parler rapidement des petits français, hein, on le voit, Ribert. Là aussi, alors, compliqué d'exister face aux gros. Maintenant, on a une dynamique court terme qui est intéressante avec la cassure des 2,82. Si on veut jouer français, on peut jouer aussi des petits, parce que on le voit techniquement, ça montre des signes de force avec les rachats sur moyenne à 200 et puis les cassures de plus haut historique sur des résistances qui ont duré depuis un moment. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on peut acheter malgré le fait qu'on ne soit pas un leader, par exemple. On va parler aussi du luxe. Avec la Chine. La Chine, c'est quoi? La Chine, c'est en gros, en très gros, hein, le luxe pour beaucoup de valeurs et le retour à la construction, l'électrification. Donc tant qu'on n'a pas une reprise forte de la Chine, toutes ces valeurs-là vont être un peu entre parenthèses. Maintenant, quand les données seront intéressantes et qu'on verra une reprise de la Chine, ces valeurs-là devraient monter. Maintenant, le plan de relance chinois qui a été annoncé maintenant il y a quelques mois peine encore à apporter des données claires et une véritable reprise sur le marché chinois. C'est pour ça que le premier rebond qu'on a eu, je pense que sur certaines valeurs, il faut peut-être prendre ses bénéfices, et c'est ce que j'ai fait moi notamment sur Hermès. On a joué le premier rebond et derrière on sent qu'on s'essouffle un peu et qu'on attend finalement, que le marché attend plus de données intéressantes sur ce marché-là. Donc le luxe va être pour moi, je pense, un peu entre parenthèses, et on jouera une nouvelle fois le luxe quand la Chine repartira pour de bon. C'est pour ça que sur des valeurs comme Hermès, qui fait partie des plus intéressantes toujours, hein, pour moi, parce que les chiffres étaient meilleurs dernièrement et qui surperforme un secteur, sont plutôt à oublier. Et surtout, les valeurs encore moins fortes comme à court terme, hein, comme Christian Dior par exemple, ou comme LVMH qui est la première pondération du CAC, on le voit. Il faut attendre des signes forts de reprise en Chine. On pourrait avoir aussi également des valeurs intéressantes sur la construction et l'électrification qui repartent avec la Chine, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et on le voit sur beaucoup de valeurs du luxe finalement. Le rebond a été plutôt intéressant en court terme, mais il n'est pas suivi derrière. Donc c'est pour ça qu'on va être plutôt prudent sur ça. Sur Ferrari, c'est un peu différent. Alors on la met plutôt dans le luxe que dans le secteur auto, même si on la surveille aussi. Elle est moins affectée évidemment par le marché chinois, c'est plus au niveau global. Ce qu'on note quand même sur Ferrari, c'est ce niveau-là qui avait été une zone de gap qui avait été comblée quelques semaines après, c'est les 407 euros, 407 euros. Et alors là, on est où? On est en Italie. Donc c'est Rice, le code. On peut la trouver ailleurs, évidemment. C'est ça sur Ferrari, ce qui peut être intéressant et qui me semble peut-être une des valeurs du luxe la plus intéressante à prendre en court terme. Pas tout de suite, mais probablement fin janvier, parce que c'est ça qu'on va jouer. Les 407, le travail des 407, le travail de la moyenne à 200, la fin de congestion oblique sur ses plus hauts et le retour sur un support oblique sur ses plus bas. Donc il va y avoir toute cette zone-là où le cours va devoir choisir un peu la suite, à savoir la sortie vers le haut ou vers le bas. Et là, on a un peu tout qui converge, on le voit. Support fixe, support oblique, congestion. Donc tout ça arrive ici, fin janvier, début février, non, plutôt début mars, donc fin février, début mars, mais même si ça peut casser avant. Donc là, ce sera une valeur, je pense, intéressante à surveiller dans le luxe. On a également l'énergie, on a vu un petit rebond, hein, sur le secteur de l'énergie, sur beaucoup de valeurs, pas toutes, là aussi, on va parler, d'une des plus grosses, hein, notamment en France sur le CAC, c'est Total qui avait quand même beaucoup baissé, et on voit ce rebond intéressant, parce qu'en quelques jours, on a fait près de 8%, hein. On est allé taper les 50 euros,
et aujourd'hui on est sur les 54. Donc on voit un début de rebond intéressant et qui peut nous amener à mieux. Mais encore une fois, pour l'instant, on le voit avec le Brent aussi et le pétrole, on a une petite reprise du prix. Sur le gaz, c'est plus marquant aussi, c'est avec le gaz russe notamment et la fin des contrats. Mais ça reste un peu tendre à ce stade. Alors, on peut peut-être accompagner, mais jouer peut-être plus le long terme sur les valeurs solides comme Total. Là aussi, en court terme, on le voit évidemment, la dynamique est pas très favorable. Il y a d'autres valeurs qui sont beaucoup mieux orientées, comme GTT par exemple, sur le gaz notamment, et on le voit avec des grosses journées, des gros rachats, des cassures de toutes les moyennes et puis d'anciens supports qui semblent quand même beaucoup plus favorables. Alors ça manque un peu de volume aussi. On était un peu dans ces 2 semaines de vacances, là, ça devrait remonter. Mais on voit là aussi les graphes qui sont plus intéressants, comme celui-là, qui sont haussiers à long terme, et donc qui permettent peut-être de jouer le secteur énergétique. On a GTT, on a éventuellement Engie, hein, on le voit aussi avec une petite hausse, et puis à court terme c'est intéressant, même si sur Engie, elle est un peu comme Total, un peu diversifiée, puis plus dans l'électricité. Et pour revenir un peu au pétrole, je voulais voir aussi Morel et Prom qui fait une progression, alors là pour le coup, assez impressionnante, hein. On gagne 22% en 17 jours, on casse la moyenne à 200, et on voit aussi quelques pics de volume, pas énormes, mais pour une semaine de jours de l'an, c'était plutôt intéressant. Donc on voit aussi cette dynamique qui est un peu générale sur l'énergie. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est juste un rebond technique un peu fort? Ou est-ce qu'on va avoir quelque chose de plus pérenne? Pour l'instant, on est entre deux, donc c'est difficile de se placer. Mais là aussi, il faudra plutôt jouer les reprises court terme et éventuellement les grosses avec les fondamentaux pour le long terme. On a éventuellement aussi des valeurs plutôt petites et spéculatives qui peuvent faire l'objet d'une OPA. On pense notamment à Voltalia, alors je ne l'ai pas marqué ici. Là ici, hein, Voltalia qui elle aussi, on le voit, fait un rebond intéressant. Donc on voit que dans le secteur de l'énergie, il se passe quelque chose, mais les dynamiques, sur Voltalia, on le voit, la dynamique long terme, elle est moyenne. On a l'ex-CGG Viridien qui fait aussi un rebond spectaculaire. Et là, sur le rebond du mois d'octobre, hein, on est à 72%, donc c'est assez monstrueux aussi. Donc oui, le secteur de l'énergie est en train de revenir bien. Maintenant, il y a toujours des canards boiteux un peu. On voit McPhy Energy qui prend 7%, mais c'est super baissier, c'est super spéculatif, et généralement, on s'attend encore à de la dilution. Donc pas toujours ne pas prendre éventuellement toujours les valeurs baissières de fond, et on va chercher plutôt les leaders. Ceux qui ont une position dominante semblent être intéressants. Et puis les valeurs américaines, avec notamment Chevron, qui elle aussi fait un rebond ces derniers jours, dans une tendance un peu plus neutre, hein, sur le pétrole notamment. On a également Exxon aux États-Unis qui a un peu de mal. C'est pour ça que ça nous fait dire que tout le secteur énergétique n'est pas forcément bon à prendre. Et il y aura certainement encore des ajustements, et puis au niveau des valeurs aussi qui ont bien baissé. On avait SolarEdge aux États-Unis avec un pic de volume dernièrement, une fin de baisse et peut-être un début de retournement. Là aussi, c'est spéculatif, hein, mais ça participe au rebond sur beaucoup de valeurs un peu énergétiques, que ce soit dans le pétrole ou sur les énergies renouvelables, et qui devront être porté par la suite, hein. Si on veut continuer ce rebond-là, ça devrait être porté par la demande et la croissance, et éventuellement la Chine, parce qu'on ne tiendra pas sans ça. Donc pour l'instant, le signal un peu long terme qu'on vise sur beaucoup de valeurs, il devrait être confirmé par une reprise de la croissance sur les gros blocs qu'on attend toujours. C'est pour ça que je n'achèterai pas les yeux fermés ces valeurs-là et toutes ces valeurs énergétiques dont on parle. On a également Esso, hein, avec éventuellement un rachat des Américains, qui fait un beau rebond, mais on le voit là aussi, on a quand même initié une baisse importante et on est toujours un peu baissier moyen terme. Donc
faire attention et voir la force du rebond technique sur SO. On a également le secteur auto qui peut être intéressant, qui lui aussi a fait un rebond technique plutôt fort. Et là aussi, il y a toujours pas mal de blocs qui s'affrontent, à savoir les Chinois, les Américains, les Européens. Les États-Unis qui vont certainement augmenter les droits de douane, donc protectionnisme américain pour essayer un peu de survivre face à la concurrence chinoise qui est en train de manger pas mal de parts de marché et un peu tout le monde. Pour moi, c'est plutôt les valeurs à acheter. On a notamment BYD avec le plan de relance chinois annoncé, la consolidation. Et puis depuis, on voit qu'on ne rend pas grand-chose. Et puis on a encore des pics de volume. Hein. Après le plan de relance chinois du mois de septembre, on voit qu'en décembre, il y a eu un petit boost aussi. Donc sur BYD, c'est une valeur toujours... alors, très gros vendeur, hein, BYD, qui est plutôt haussière et qui devrait continuer sa progression. On le voit aussi sur Xpeng, avec le plan de relance chinois en septembre. On est allé chercher des plus hauts, on était ici à 8, 9, on est allé chercher les 15, donc on a fait quasiment du x2. On consolide gentiment, mais finalement on reste toujours largement au-dessus des 10. Donc sur Xpeng aussi, on s'attend certainement à une tendance de fond plutôt haussière et intéressante à acheter avec un retournement long terme. Et Geely, c'est la même chose, c'est même plus impressionnant sur Geely, avec le plan de relance chinois ici où on cotait sur les 1. Et aujourd'hui, on cote sur les 1,7, donc un prix 70%, et on a quasiment rien rendu. Donc on voit que les Chinoises sont plébiscitées par le marché. Les Américaines, avec General Motors, plutôt solide, parce que la tendance de l'année ici au mois de janvier, on voit qu'on progresse bien, mais le combat va être quand même compliqué. Donc le protectionnisme américain devrait permettre à ces valeurs-là de survivre, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles, je pense. On a également aux États-Unis Tesla qui est un peu à part, qui a surtout profité de l'élection de Donald Trump et qui va commencer à consolider. Je pense qu'il faut attendre la fin de conso sur Tesla et peut-être viser les 313 à 350 avant de se réintéresser à la valeur. Loin d'être un constructeur traditionnel, hein, c'est uniquement électrique. Et je voulais voir aussi une autre européenne avec Volkswagen. On le voit, hein, Volkswagen, les Européens qui ont beaucoup de mal, ça fait que descendre. Les rebonds techniques sont assez faibles. On bute sur ici les 89 hein, sur Volkswagen. Donc on est toujours plutôt dans une tendance largement à la baisse. On le voit avec d'autres valeurs qui performent. C'est pas le cas de Volkswagen qui a fermé notamment des usines. Donc plutôt à éviter. C'est la même chose sur Stellantis qui cumule un peu le fait d'être européen et puis son marché aux États-Unis qui va être handicapé par les baisses d'aide sur les véhicules propres. Donc Stellantis, c'est toujours baissier, il n'y a rien à faire, on le voit, le graphe est horrible. Par contre, sur Renault, c'est un peu mieux avec le rebond qui a été fait. Donc, éventuellement, jouer Renault, mais là aussi, elle va subir à la fois la concurrence chinoise qui va arriver sur le sol européen parce que les Américains vont augmenter les droits de douane et le fait qu'on ait aussi pas trop d'aides au niveau français, hein, au niveau national, on a baissé les aides pour les reprises de véhicules pour changer à l'électrique. Donc Renault, ils vont aussi pâtir de ce manque de financement. Donc, est-ce qu'on n'a pas déjà fait une bonne partie de la hausse? On ira certainement peut-être aussi jouer ça, hein, les 50, 52. Mais moi, je jouerais plutôt chinois sur le secteur automobile. Un secteur qui me semble intéressant aussi en ce début d'année avec la baisse des taux, c'est le secteur de la santé. Aux États-Unis, on a AbbVie, grosse pharma. Hein. Il y avait une thérapie qui avait été, un médicament qui avait été moyennement efficace, donc ça avait bien baissé, on était passé de $200 à 160 et puis finalement on consolide et puis on revient ici sur des niveaux de valorisation plutôt normaux. Là aussi on achète une valeur hein, qui est toujours haussière à long terme et qui a des perspectives plutôt intéressantes, donc
dans le secteur de la santé, AbbVie peut être intéressante à prendre assez prochainement. Aux États-Unis, on a également en France des valeurs peut-être sur le point de partir comme Biomérieux. On le voit, l'oblique de correction depuis son rebond du mois de septembre, où on était sur les 111. On mèche au-dessus ici des 107 en allant encore sur les 111. On revient taper l'oblique sur les 103, donc des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas rachetés sur support autour des 96. On voit cette belle zone ici, et puis le retournement long terme qu'on ira jouer bientôt. Donc Biomérieux qui est, on peut nettoyer un peu, qui est certainement à surveiller, éventuellement à acheter maintenant un petit peu avant, ou alors sur confirmation hein, quand on sera dans cette zone-là, au-delà des 103 € environ. Au niveau des États-Unis, on a toujours alors les deux, Novo Nordisk et Eli Lilly. Novo Nordisk a eu des données un peu négatives hein, sur son dernier traitement, ce qui va bénéficier un peu à Eli Lilly. Eli Lilly, ils ont en plus un secteur oncologique, donc sur le cancer, beaucoup plus important. Donc c'est plutôt pour moi à privilégier. On a déjà eu une baisse. On le sait, ils ont dû baisser le coût de leur thérapie pour contrer un peu la concurrence qui s'accrue. Hein. Il y a de plus en plus de pharma qui sont un peu sur les sémaglutides et la baisse et la perte de poids. Maintenant, Eli Lilly, ça reste un des leaders qui mérite certainement beaucoup mieux. Alors, à court terme, on a cette cassure ici sur moyenne à 200 à la baisse des 834, donc on restera prudent, mais on a cette phase quand même de rebond sur support intéressant sur les 724 qui succède à une baisse de près de 26% du cours. A priori, la valorisation elle semble plutôt juste. On attendra quoi? La fin un peu de cette consolidation, parce qu'on voit des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus hauts, donc une congestion du cours qui est en train de s'amenuiser ici. Et donc on attend la sortie. On attendra évidemment la sortie vers le haut pour acheter. Si ça sort vers le bas, on oubliera sur Novo Nordisk qu'on est beaucoup plus négatif, parce qu'eux, ils font que ça. Ils ont eu des données donc négatives sur leurs produits. Alors ils sont revenus aussi sur un support intéressant, mais je pense que ça peut mettre beaucoup de temps. Et ça risque un peu de construire peut-être comme ça. Et avant d'avoir un retournement intéressant, on vient de mettre un gap baissier. Généralement, hein, on évite d'acheter ces valeurs-là. Au CAC 40, on a Sanofi qui est intéressante aussi. Parce qu'on voit hein, sur le secteur de la santé ce retour sur moyenne à 200. Après aussi une grosse période de consolidation. On retrouve cette zone-là qui devrait être achetée et cassée vers le haut. Donc sur Sanofi, on est plutôt positif aussi. On voit qu'il y a beaucoup de valeurs santé qui sont en train de performer. On a également Ipsen, qui peut être intéressante. Là aussi, avec un système de royalties, hein, avec les gros labos qui vont vendre un peu leurs produits. Et selon le nombre de ventes, reverser une partie à Ipsen notamment. On le voit aussi, c'est un prix plutôt neutre ici autour des 110. Mais la dynamique semble repartir vers l'avant. Et surtout, hein, en ce mois de janvier, on sait pas mal de valeurs santé. Aussi avec les baisses de taux et ralentissement de la croissance, c'est souvent des secteurs qui sont privilégiés. On a aussi quelques valeurs qui font parler d'elle. Alors comme Valneva, alors attention quand même, pour moi c'est plutôt baissier et dangereux. Malgré le rebond, on a des problèmes aussi éventuellement de confinement avec la grippe aviaire qui peut revenir. Donc jouer quelques valeurs vaccins ou biotech, ça peut être intéressant, mais probablement que sur le court terme. On voit avec Biosinex hein, qui a énormément rebondi, qui fait un 28%. Là aussi, on pourra aller jouer peut-être des pourcentages intéressants. Ça reste spéculatif. Et puis, Novacite, j'ai pas mis ici. Novacite aussi peut être intéressante parce qu'on a un début de réaction aussi. Alors, on la suivait depuis un moment, Novacite, mais là aussi, on le voit. Elle réagit fortement, donc c'est plutôt à acheter dès le début. Dès qu'on a des pics comme ça. Alors, on a eu un début intéressant. On verra si lundi on casse les 0,7, qu'on frôle les 0,8. Ça pourrait être intéressant d'acheter hein, pour jouer justement cet effet un peu momentum et panique sur la santé.
Voilà, donc un peu un petit tour d'horizon de secteurs et puis de catalyseurs qui peuvent arriver en ce début 2025. Donc à la fois voir un peu les leaders de secteur, les catalyseurs macroéconomiques avec la Chine, avec la reprise, et ce qu'on peut jouer peut-être court terme, ou attendre les signaux intéressants avant de se placer. Donc dites-moi en commentaire quel secteur vous pensez le plus intéressant pour 2025, quels signaux vous attendez sur les secteurs et quelles actions vous plaisent le plus. On en discutera. Bon trade, à plus.